Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil municipal de la ville de Dax du 19 septembre 2024. Je vais vous annoncer les personnes qui ont donné pouvoir. Alors Alexis Arras est présent mais devra partir avant la fin du Conseil et à partir de ce moment-là, il donnera pouvoir à Julien Relot. Gisèle Camiade a donné son pouvoir à Jean-Paul Dubourdieu. Sandra Lartigot m'a donné son pouvoir. Audrey Vergely a donné pouvoir à Martine Héridia. Benoît Lamiable en a fait de même auprès de Mylène Hainaut. Pierre Stétin a donné son pouvoir à Isabelle Rabot-Favreau. Et Didier Zarzuelo à Axel Verdière-Bargaoui. Avant de commencer et d'entamer les différents points de ce conseil municipal, je souhaitais vous dire quelques mots puisque sur tous ces bancs, nous avons eu la douleur d'apprendre hier la disparition d'Anne Serre, qui fut adjointe au maire de Dax durant le mandat de Gabriel Belloc, puis d'Elisabeth Bonjean entre 2014 et 2020. C'est une nouvelle extrêmement éprouvante. Elle avait 55 ans et se battait depuis de longs mois avec beaucoup de courage contre la maladie. Je tiens ce soir à saluer son parcours, son engagement, sa vie tout simplement, son engagement au service du bien public, puisque durant 6 ans, elle eut en charge dans cette assemblée la politique de l'éducation, des activités périscolaires et de la jeunesse. Elle avait notamment impulsé la mise en place des ateliers coups de pouce pour venir en aide aux élèves en difficulté, ainsi que la réalisation de nombreux travaux dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville, travaux qu'elle suivait très minutieusement grâce à sa formation d'urbaniste. Son engagement d'élu était le prolongement de son engagement associatif, notamment au sein de l'association des parents d'élèves, la FCPE. Je tiens également à saluer son parcours professionnel en tant que directrice de Solia, qui est le premier acteur associatif national de l'habitat privé à vocation sociale, acteur avec lequel la ville et l'agglomération travaillent encore aujourd'hui. Je crois pouvoir me faire votre porte-parole à tous en indiquant que la disparition d'Anne Serre nous touche au plus profond et touche aussi l'ensemble des agents de la ville de Dax qui ont eu le plaisir de travailler avec elle pendant 6 ans. À son mari, à ses enfants et naturellement à notre chère Gisèle Camiade, j'adresse nos condoléances les plus attristées et afin de lui rendre hommage, je vous invite à procéder à une minute de silence. Je vous remercie. Il nous faut donc reprendre le cours de ce conseil municipal. Vous avez reçu les procès-verbaux des conseils municipaux du 16 mai et du 11 juillet 2024. Est-ce que ces procès-verbaux appellent des observations, questions? Oui, monsieur Loumet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Nous ne voterons pas le compte rendu du conseil municipal du mois de mai, car il y a dans ce compte rendu une délibération sur laquelle nous nous étions abstenus, donc qui concerne les subventions sur les associations. Or, il y a une subvention qui pour nous pose question aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'est pas question de la remettre en cause ni sur son versement ni sur son montant.
mais nous avons eu vent d'informations qui, si elles sont avérées, sont très 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 inquiétantes pour l'USDAX Omnisport. Si nous avons été informés très récemment par voie de presse et par le collectif d'anciens dirigeants, vous l'êtes depuis longtemps, avant même le vote de la subvention, et vous avez le dossier complet qui est extrêmement argumenté et qui est, bon, encore une fois, si les informations sont avérées, qui peut induire des poursuites et au civil et au pénal. Ce dossier, vous l'avez depuis des mois. Depuis le 3 juin, apparemment. Donc, ma question, je suis désolé, mais ma question, encore une fois, prenez-la sans polémique, mais nous, on voudrait savoir. Elle est très simple. Qu'avez-vous fait et que comptez-vous faire? On va vous le dire très précisément. Il n'y a aucun souci avec ça. Pardon, juste sur la forme, je ne comprends pas du coup pourquoi vous ne votez pas le procès verbal. Parce qu'un procès verbal ne fait que reprendre ce qui a été dit lors d'un conseil municipal. Donc, oui, voilà, je tout vous simplement dis sur la forme, parce qu'encore une fois, nous avons eu une délibération que nous avons dû voter sans avoir un minimum d'informations. Non, vous avez une délibération sur la foi des documents qu'a donné une association, comme le font toutes les associations qui demandent des subventions. Il y a des choses qui se sont dites et votées lors de ce conseil municipal. Le procès verbal ne fait que reprendre ça. Donc il y a une incohérence à ne pas voter le PV, c'est tout. Voilà. Après, faites ce que vous voulez. Amine, tu vas apporter des... Bien, merci, cher collègue, Monsieur Loumet. Alors, clairement, déjà, trois notions. La ville a été saisie par un groupe de personnes, ce qui a incité la ville à bien vérifier l'objet donc de l'utilisation de la subvention municipale. Et pour cause, avant même qu'il y ait la constitution de ce dossier, vous dites depuis de longs mois, je vais vous dire, j'ai un relevé de décision devant moi. J'ai reçu les membres dirigeants de l'exécutif de l'USDAX Omnisport en date du vendredi 1er mars 2024 avec certains élus ici de la ville de Dax, où nous avions déjà été saisis avant même la constitution de ce dossier par mail. À partir de là, nous avons reçu le président général ainsi que le vice-président et les autres membres du bureau afin qu'ils nous apportent des explications sur ce qui était de certains membres anciennement membres dirigeants mais qui sont toujours membres de l'Omnisport afin de pouvoir acquérir certaines explications. Ils nous ont fourni des explications le jour même et ils nous ont informés par voie écrite et par le biais de documents, de d'autres relevés que nous demandions, sachant que la ville a demandé confirmation de la conformité des éléments déjà transmis dans le dossier de subvention 2024, parce que lorsque nous versons une subvention à une association, nous le faisons, comme vous le faisiez auparavant, en fonction d'un dossier qui est monté et d'actions qui sont proposées. Tout a toujours été clair. Et afin de pouvoir attribuer une subvention à une association, nous demandons une liasse de documents. Et parmi cette structure, plus de 150 000 euros, où il y a un expert comptable, nous avons toujours eu tous les comptes et tous les documents qui avaient été fournis, ceux qu'ils ont souhaité nous fournir. La notion 2, c'est repositionner la place tout de même de la ville dans ce dossier. La ville n'a pas à s'immiscer dans le contrôle de la qualité de gestionnaire du club, ça on est d'accord. Loi 1901, à but non lucratif. Je ne vais pas rappeler la loi, mais vous êtes censé la connaître, notamment quand cela reste au stade d'accusation non avérée. Comme vous l'avez supposé, parce que j'ai vu que lorsque vous annonciez les faits, vous preniez toutes les précautions comme on vous connaît et qu'on sait que vous savez parfaitement le faire. La ville donc n'a pas à vocation à être juge d'instruction dans ce dossier. Notion 3, tout de même,
le rappel de la compétence de la ville en termes de contrôle de la destination des fonds publics. La ville vérifie juste la bonne utilisation des fonds publics municipaux à destination des actions présentées dans le dossier de subvention. Sur la subvention sur laquelle vous souhaitez vous opposer au PV de ce qui a juste été énuméré lors du Conseil, nous avons donné une subvention sur un dossier qui est consultable, que vous pouvez consulter, et sur des fiches actions qui ont été proposées, et nous l'accordons parce que l'année d'avant, sur les fonds que la ville a attribués, ils ont bien été utilisés, et que les fiches actions, comme toutes les manifestations que vous avez, se sont bien déroulées. Donc, et le dossier de subvention permet la vérification, comme je l'ai dit, d'un rapport annuel de l'expert comptable, parce qu'il nous est fourni, et d'une déclaration sur l'honneur du président sur la conformité des informations données. Sur les éléments un peu plus techniques, la gestion, et c'est là où je veux vous y amener tout de même, Monsieur Loumet, la gestion d'une association doit rester autonome par rapport aux collectivités qui la subventionnent. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Une intervention trop poussée d'une collectivité au sein de la gestion d'une association pourrait s'apparenter à de la gestion de fait, ce qui mettrait la collectivité en faute au regard des règles de comptabilité publique. La ville doit rester à sa place de financeur via des subventions, les contrôler, et ses obligations se limitent au contrôle, comme je vous l'ai dit, du bon usage des subventions allouées, notamment à travers l'analyse des documents que je vous ai cités. Et j'irai plus loin avec l'article 1611-4 du CGCT qui dit que toute association œuvre en entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui lui a accordé. Les associations sont tenues de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée des budgets de leur compte à l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité. C'est bien ce que la ville a réalisé, Monsieur Loumet. Et puis, je ne souhaiterais pas, en plus de cela, rentrer sur tout ce qui est réseaux sociaux, parce que, bien sûr, vous en avez été saisi, parce que tout le monde a bien vu cette page qui circulait avec des informations. Encore là, je veux dire que on sait pertinemment, et je sais que vous l'êtes, parce que vous faites partie de la grande famille de l'USD également, qu'il y a parfois aussi des conflits dans une équipe, et que nous, dans tout cela, nous n'allons pas nous initier. Et je tiens à vous le dire que Monsieur Loumet, même si vous n'étiez pas lors du précédent mandat, il faudra que vous preniez conseil auprès de l'ancienne adjointe au sport et aux associations qui aurait pu parfaitement vous renseigner sur ce dossier. Par contre, si vous prenez la parole comme vous le faites aujourd'hui, mais je vois que vous mettez quand même tout de même pas mal de précautions, je vous pose une question. Êtes-vous au courant de quelque chose sur laquelle nous n'aurions pas été informés? Êtes-vous informé de quelque chose qu'il faudrait peut-être dénoncer? Monsieur Loumet, pas de... Allez-y alors. Alors, si j'ai bien compris et si on a bien communiqué les infos, je suis au courant de la même chose que vous. D'accord? Donc aujourd'hui, il y a deux versions qui s'opposent. Une qui dit que tout va très bien et une qui dit que tout va très mal. Moi, dans ce cas-là, la moindre des choses, c'est d'aller enquêter un minimum. Et si on ne veut pas le faire soi-même, on peut diligenter. Je crois qu'il y a même des obligations au niveau légal. On peut demander au procureur d'enquêter, etc. Je crois qu'il y a des choses qui sont prévues dans la loi, dans le cadre réglementaire de la loi. Parce que là, effectivement, vous avez raison. C'est une asso que tout le monde apprécie, qui fait beaucoup de bien à tous les Dacois, où beaucoup de gens travaillent pour le bien-être de tout le monde. Sauf que c'est une asso qui fonctionne en grande partie, à plus de 50%. Vous allez voir que ça peut être important, avec de l'argent public. Ah oui, et là, ce n'est pas tout à fait la même chose quand même. Effectivement, autant on ne peut s'ingérer dans la gestion d'une asso, autant quand elle dépend autant de l'argent public, ça peut devenir compliqué. Bon, il faut remettre les choses de manière très simple parce que, en fait, ça n'est pas si compliqué que vous souhaitiez le faire entendre. Effectivement, il y a un groupe de personnes, anciens licenciés, certains sont toujours licenciés, anciens dirigeants de l'association qui ont souhaité nous interpeller sur, en gros, deux choses. Un, l'utilisation des fonds de l'association, émanant effectivement à grande proportion d'instances publiques, et l'autre, le respect de la gouvernance et des statuts. Partant de là, et comme l'a dit Amine, je rappelle, au contraire de ce que vous dites, que quand on est maire, quand on est adjoint ou élu au conseil municipal,
on n'est ni procureur ni juge, et donc il ne nous appartient pas de mener l'enquête, comme vous l'avez dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vous confirme que ce n'est pas le rôle d'un élu. Et la deuxième chose, c'est qu'au contraire de ce que vous faites, ou ce que vous semblez faire, on n'a pas à prendre a priori parti pour une thèse ou l'autre. Nous, ce qu'il faut qu'on détermine, c'est si les éléments que certaines personnes nous ont confiés sont de nature à être contraires, en fait, à l'objet de l'association et la convention qui la lie avec le financeur public que nous sommes. On a donc reçu le premier groupe de personnes qui nous a exposé les éléments qu'ils avaient recensés et compilés sous forme de mémoire avec un avocat. Et puis, on a reçu les dirigeants actuels de l'association en leur disant, voilà, il y a des faits qui ont été dénoncés. Alors, en plus, parce que, bien évidemment, on est très vigilant sur le plan juridique, on ne peut pas vous donner les faits, et on espère que les personnes qui vous les reprochent vous les ont donnés directement. Et donc, on veut l'assurance, que les statuts de l'association sont respectés pour son fonctionnement et sa gouvernance, et deux, que les fonds de l'association sont dépensés en vertu de la convention qui nous lie. Et l'association, les dirigeants, nous ont fourni, une attestation sur l'honneur, attestant que le fonctionnement de l'association se fait en conformité avec ses statuts et la convention qui nous lie. Et deux, ils nous ont donné tout un tas de relevés de commissaires aux comptes, dont certains, a priori, sont sur des périodes antérieures, donc je ne sais pas ce qui est sous-entendu là. On est sur un jeu de ping-pong. Jeu de ping-pong, en tout cas, qui n'est pas de mon ressort de dénouer. Moi, je dois m'assurer que sur la foi et les attestations sur l'honneur, c'est pas rien, parce que derrière, si ces attestations s'avéraient être inexactes, bien évidemment, les conséquences, notamment pénales, que vous décrivez, seraient envisageables. Donc à l'heure où nous parlons, et contrairement à ce que vous insinuez, oui, nous avons reçu tous les protagonistes, on n'a pas laissé les choses en l'état. Non, ça n'obérait pas notre faculté à verser cette subvention, alors que tous les documents qui sont demandés, comme pour toutes les associations, nous ont été fournis et étaient conformes à ce qu'il fallait pour pouvoir verser cette subvention. Et trois, je vais vous poser une question. Sur la foi d'écrits de personnes tout à fait respectables, puisqu'elles ont été licenciées dans l'association, le sont toujours et en ont été dirigeantes, sur la foi d'écrits qui sont contredits par les personnes sortantes, vous n'auriez pas versé la subvention à l'USD Omnisport ? Si vous m'avez bien écouté au début, j'ai dit qu'il ne fallait pas remettre en question ni le versement, ni le montant. Non, mais aujourd'hui, je vais pardon, terminer, si vous permettez. On va y aller point par point. Vous nous dites, je ne veux même pas voter le procès-verbal de ce conseil municipal, au cours duquel il a été versé une subvention qui nous semble entachée d'irrégularité, puisqu'on n'avait pas des éléments que vous aviez à l'époque et que vous n'avez pas fournis. Ça veut dire, en creux, que si vous aviez eu ces éléments, vous n'auriez pas versé cette subvention. Ou alors je ne sais pas de quoi on parle là. Ça veut dire tout simplement que si ce qui est dénoncé par le collectif est réel, il y a eu effectivement des erreurs très graves qui peuvent amener au civil et au pénal, d'accord ? Et il y a eu un non-respect des statuts. Or, les subventions doivent être versées en fonction du respect des statuts. Avez-vous très clairement des éléments qui affirment que les éléments que nous ont confiés ce collectif sont avérés, alors que les dirigeants actuels nous ont fait des attestations et fourni des documents contredisant ce qui est dans ce dossier. Donc c'est parole contre parole, c'est pour ça qu'au bout Exactement. d'un moment, moi, et je du pense, coup, alors aujourd'hui, excusez-moi, je vais terminer, après je vous laisserai la parole, mais bon, ça sera terminé, je pense. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, je passe pour le vilain petit canard, à une voyelle près, on pourrait presque dire autre chose, mais moi je pense très sincèrement que ce dossier aujourd'hui mérite d'être éclairci. Et la seule façon de l'éclaircir, c'est d'aller un petit peu plus loin. Je pense qu'on a du mal à se comprendre, mais c'est assez régulier. En l'état actuel des choses, nous avons fait ce qu'en tant qu'élus, nous avions à faire. Aujourd'hui, nous avons toutes les attestations, les documents, sur la foi de ceux qui dirigent.
qui vont dans le sens du bon fonctionnement de l'association. S'il y a autre chose, et si des personnes, et c'est ce que je leur ai dit moi, lorsqu'on les a reçus, ont des éléments de nature à contredire ces attestations, disant en gros qu'ils sont faux et pas conformes au bon fonctionnement de l'association, pour le coup, c'est vers d'autres instances qu'il faut aller, notamment judiciaires, pour prouver que les faits qui sont avancés sont vrais. Il y a un moment où chacun doit rester dans son rôle. Que n'auriez-vous dit? Déjà que, voilà, il y a souvent dans votre analyse une impression d'omnipotence de notre part et d'intervention sur tous les sujets pour faire avancer les choses. Que n'auriez-vous dit si j'étais arrivé devant le conseil d'administration ou une assemblée générale en disant vous stoppez tout et je vous dis que vous ne pouvez plus avoir la subvention sans avoir de faits avérés. Ça aurait été contestable. En l'état actuel, je vous le dis, on a reçu les deux parties, chacun a pu donner les documents qu'il lui semblait nécessaires et que nous demandions en ce qui concerne les dirigeants pour attester que les choses fonctionnent dans la légalité. Maintenant, voilà, s'il y a d'autres éléments et que certains veulent les porter devant les instances compétentes, qu'ils le fassent. Et bien évidemment, nous continuerons à suivre ça de près parce que là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, c'est de l'argent public qui est sur des sommes importantes versées à une association. Et si ces sommes sont versées à l'association et de manière aussi importante, c'est qu'elle a un rôle d'intérêt général pour notre ville et pour tous les licenciés qui, grâce à elle, peuvent pratiquer de nombreuses activités sportives. C'est bien pour ça qu'on le regarde de près, mais on le regarde de près dans le cadre de ce que nous avons à faire en tant qu'élus et sans outrepasser aucune de nos prérogatives. Madame Verdière-Bargaoui. Oui, donc en fait aujourd'hui vous expliquez à juste titre que vous ne souhaitez pas arbitrer entre les instances dirigeantes actuelles et collectives qui dénoncent en l'occurrence ces faits avérés ou pas. Pour autant, si vous partez du principe que les attestations sur l'honneur de l'équipe actuelle justifient de ne pas, on va dire, donner plus de crédit que ça aux attaques qui sont portées par le collectif, c'est bien qu'à un moment donné vous arbitrez puisque vous tranchez en faveur de l'équipe actuelle. Autrement, vous devriez, au regard, parce qu'au témoin d'un doute, les personnes qui ont monté ce collectif l'ont fait en toute bonne foi. Elles ont, sauf erreur de ma part, sollicité un avocat qui a fait quand même une étude des faits qui sembleraient être avérés, comme le disait Yves, qui relèvent du pénal ou du civil. Donc c'est bien que si vous vous arrêtez à ce niveau-là aujourd'hui et que, en vertu de l'article 40, si vous estimiez que ça devrait être fait, vous le porteriez à la connaissance d'instances juridiques. Si vous vous arrêtez là, c'est que vous estimez que finalement les attestations sur l'honneur sont plus valables finalement que les éléments donnés par le collectif. Et il me semble que vous connaissez un peu le principe d'un commissaire aux comptes, Madame Verdière-Bargaoui. Là, on ne parle pas de finances, là. On parle de fonds publics qui sont dépensés. Bien sûr que le commissaire aux comptes, il analyse les dépenses de l'association et puis il les analyse pas uniquement sur le plan comptable, il les analyse de manière globale. Et le commissaire aux comptes nous dit, et je ne veux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des points qui, et je n'ai pas à le faire, qui démontrent en plus une évolution d'analyse de la part du commissaire aux comptes par rapport à ce qui se faisait par le passé. Il nous dit, moi, j'ai aucun commissaire aux comptes qui me dit, là, il y a un problème dans cette association, ça fonctionne mal. 2, effectivement, j'ai des dirigeants qui me disent, oui, moi j'atteste sur l'honneur que je respecte tout. Et je fais, j'aurais pas eu ces documents. Là, je peux vous dire qu'on aurait arbitré différemment. Et effectivement, le levier qu'a la collectivité, c'est de ne pas verser en totalité la subvention, de la réduire, voire de l'annihiler. Là. Aujourd'hui, les documents m'ont été fournis. Je n'ai pas de raison objective de ne pas y aller. Alors, peut-être que vous estimez que vous êtes en capacité justement d'être juge, procureur ou de dénouer des choses hors de ces éléments objectifs. Moi, je vous dis aujourd'hui, en l'état actuel des choses, et moi, bien évidemment, vous en doutez, avec l'appui du service juridique et de tous les services qui ont maille à partir sur ce sujet, nous estimons qu'il n'y a pas à remettre en cause. Si d'autres éléments
arrivent, s'il y a des procédures qui arrivent à leur terme, s'il y a des jugements qui tombent, bien évidemment, de manière objective, moi je n'ai pris parti pour personne, je m'attache à être le plus objectif possible et à juger, à non pas ce qui s'est passé, mais à regarder les pièces. Voilà, c'est, je pense, ce que nous avons à faire en tant qu'élus. Oui. Le commissaire aux comptes, il est là pour attester que les comptes financiers sont sincères et véridiques. C'est son rôle. Après, visiblement, dans ce qui est dénoncé, il n'y a pas que des éléments financiers. Il y a aussi des éléments en termes de gouvernance, en termes de fonctionnement de l'association. Donc pour le coup, là, la légitimité du commissaire aux comptes, elle est... Non mais, vous redites exactement ce que je vous ai dit, mais je vais le reformuler encore. Sur l'aspect financier, c'est le commissaire aux comptes qui nous dit il n'y a pas d'irrégularité, je n'ai rien à relever, en gros, par rapport notamment aux points qui sont dénoncés. Et sur la gouvernance, ben là oui, c'est l'attestation du président qui dit moi je vous assure que je ne vais pas aller moi compter les quorums, regarder les bulletins de vote. Ah, vous feriez ça, vous? Alors là, pour le coup, Amine parlait de gestion de faits. Ça, c'est répréhensible aussi, je vous l'annonce. Donc, voilà. Bon, je vous le redis, et c'est un sujet assez sensible pour que voilà, il ne soit pas l'objet d'instrumentalisation. Hein, c'est important. Il y a des centaines de licenciés, il y a des activités, je le disais, importantes pour la ville. Il y a vraiment nécessité de regarder tout ça de manière sereine, objective, et avec la tête froide pour pas justement entrer dans des querelles qui deviendraient pernicieuses pour l'association. Encore une fois, des éléments ont été apportés, je ne nie pas le contraire, on a reçu tout le monde, on regarde tous les éléments. Aujourd'hui, les éléments qu'on nous a apportés en contrepartie des différents rendez-vous attestent que il n'y a pas de remise en cause à faire. S'il y a de nouveaux éléments, on les regardera à nouveau, parce que là aussi où je vous rejoins, c'est qu'il y a une vigilance particulière à avoir sur cette association, comme sur toutes d'ailleurs, pour lesquelles on subventionne, parce que l'argent public doit être utilisé aux fins pour lesquelles, aux fins qui sont prévues. Donc sur ça, il n'y a pas de débat. Mais attention, je me permets de vous le dire quand même, prendre parti pour un camp ou pour l'autre a priori peut parfois amener à des décisions qui au final ne sont peut-être pas les bonnes pour l'association. Et tout en vous disant ça, on reste avec Amine, hein, puisque c'est avec Amine les services qu'on a reçu les protagonistes à plusieurs reprises, on reste vigilant sur tout ça. Donc vous n'allez pas voter le procès verbal. Alors, on va quand même procéder au vote pour les deux PV, hein, donc des deux séances. Ou voulez-vous qu'on vote peut-être par séance? Vous votez contre les deux, on fait un package. Comment? Par séance, très bien. Alors, pour le procès verbal du 16 mai, qui est pour son approbation, qui est contre, qui s'abstient, donc voté avec 7 abstentions, et pour celui du 11 juillet, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, voté à l'unanimité. On est allé dans la précision. J'avais oublié de préciser, mais c'était évident pour tout le monde, que Fanny Mesplé avait accepté d'être notre secrétaire de séance. Je sais qu'elle trépignait derrière son ordinateur, mais tu as commencé à prendre des notes, et je t'en remercie. Vous avez aussi reçu les décisions prises en vertu des délégations qui m'ont été confiées. Est-ce que ces décisions appellent des questions? Pas de questions. Avant de passer au premier point, à la première délibération de l'ordre du jour, je vous précise qu'une motion a été déposée par le groupe majoritaire et sera donc proposée au vote en fin de séance. Premier point concerne la création de 2 périmètres délimités des abords. Alexis Arras. Oui, bonsoir mes chers collègues. Je vais présenter cette délibération et je laisserai le point 2 et le point 3 à notre collègue Julien Rouleau, parce que je n'avais pas prévu que le conseil municipal serait ainsi animé en première partie. Et je vous prie de m'excuser, mais j'ai un train à 19h30, donc le train ne m'attendra pas malheureusement.
même si je Ça, on devrais peut faire le nécessaire, si je vous devrais voulez. faire confiance au retard de la SNCF. Mais bon. Cette délibération donc, sur les périmètres des abords des monuments historiques, je pense que vous connaissez peut-être le principe. Autour de chaque monument historique en France existe ce qu'on appelle un périmètre des abords des monuments historiques, qui est un périmètre de 500 mètres, dans lequel toute autorisation d'urbanisme est soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc, sur Dax, vous avez la liste dans la délibération de l'ensemble des délibérations. Vous savez que donc, depuis le début du mandat, nous sommes aussi engagés dans la mise en œuvre d'un nouveau site patrimonial remarquable de Dax. Et pour des questions de simplification, il nous est apparu évident et logique que le périmètre des abords des monuments historiques soit calculé non pas sur le rayon des 500 mètres, mais comme le prévoit la loi et les sites patrimoniaux remarquables, sur le périmètre du site patrimonial remarquable de Dax, dont le périmètre a été approuvé notamment par la Commission nationale de l'architecture et du patrimoine. Ce qui va avoir deux avantages, c'est que le nouveau périmètre du site patrimonial remarquable par rapport au périmètre des abords des monuments historiques aujourd'hui protège des éléments patrimoniaux qui jusqu'à présent n'étaient pas protégés, et à l'inverse des éléments qui n'avaient pas un intérêt patrimonial évident, ou en tout cas qui n'en ont pas pour le coup, mais qui posaient d'énormes problèmes, notamment à des particuliers qui devaient faire des travaux en tenant compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur des constructions parfois des années 80, je pense au quartier des bords de la Dour, ne seront plus soumis à ces contraintes, donc verront leur vie largement facilitée. Donc ça, c'est la première partie de la délibération. Et au cours de nos discussions avec la DRAC et le ministère de la Culture, et notamment l'inspectrice du patrimoine, il nous est apparu aussi que le périmètre des abords du monument historique, qui est le jardin du parc du Sarat et la maison du parc du Sarat, n'était pas pertinent et protégeait là aussi des éléments qui n'étaient pas en visibilité du monument et qui n'avaient pas un intérêt patrimonial évident. Donc il nous est apparu qu'il fallait redessiner le périmètre du parc du Sarat et que pour la partie plutôt village des Pins, le périmètre amenait à un découpage assez baroque et que s'il devait y avoir protection, cette protection devait plutôt être envisagée dans le cadre du plan local d'urbanisme. Et là, pour le coup, au niveau communautaire, il y a une réflexion sur ce qu'on appelle des OAP patrimoine qui seront plus adaptés que la question du périmètre des abords des monuments historiques. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable au projet de périmètre de protection délimité des abords du centre-ville de Dax, qui se substituera aux abords des 500 mètres existants pour les 9 monuments historiques du centre-ville, tels que présentés dans le rapport en annexe, de donner un avis favorable au projet de périmètre de protection délimité des abords du parc du Sarat, qui se substituera au périmètre de protection modifié du parc existant, tel que présenté dans le rapport en annexe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Moi, à votre place, j'en aurais posé plein. Bien, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Je continue, oui, parce que Allez, ça va vite. Une petite pour la route. L'impense Laulanais, l'acquisition d'une parcelle à usage de voie. Oui, l'objet de la délibération numéro 2 concerne une opération qui avait eu lieu dans les années précédentes sous Gabriel Belloc, qui correspondait à l'opération de résorption de l'habitat insalubre du Sablard. Il s'agit tout simplement d'une délibération au fond de régularisation d'une situation en intégrant au domaine public une parcelle à usage de voie. Et donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'acquisition de la partie de la passerelle cadastrée AK numéro 442 pour une contenance de 82 mètres carrés, conformément au plan annexé auprès de M. Yves Boulan au prix de 1 euro, d'autoriser M. le maire à signer l'acte authentique correspondant qui sera reçu par maître Florence Rocco, notaire à Dax, ou à donner procuration à cet effet à tout clerc ou collaborateur de l'étude, et d'autoriser M. le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Un avenant à la convention tripartite pour les glycides. Finalement, comme c'est plus Alors là, rapide, Julien Rollo va être déçu parce que... ouais. Vous lui donnez de l'espoir. Ouais. Donc Alexis Arras, toujours. Vous connaissez cette opération des glycines, hein, c'est l'ancien EHPAD dit des glycines de Dax,
donc, qui sera transformé en logement pour personnes âgées, dont l'opérateur est XL Habitat. Cette opération, elle a subi plusieurs difficultés, un sinistre provoqué par de fortes pluies, la découverte, le mauvais cadeau, c'est la découverte d'amiante dans ce bâtiment, la défaillance de plusieurs entreprises, et puis à tout ça, il fallait bien évidemment ajouter la crise du Covid. Il s'agit tout simplement de faire un avenant pour dire que la subvention que nous accordons dans le cadre de notre règlement municipal et communautaire de soutien à la production de logements sociaux sera prorogée. Voilà, tout simplement. Donc il est demandé au conseil municipal de Dax de bien vouloir approuver l'avenant prorogeant la durée de validité de la convention tripartite d'attribution des aides forfaitaires pour l'opération dite des glycines phase 2 et d'autoriser Martine Dedieu, première adjointe, à signer le présent avenant, parce que le maire le signe en tant que président de la communauté d'agglomération du Grand Dax. Voilà. Merci. Des questions? On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Est-ce que vous voulez faire la quatrième du coup, Charas? On vous laisse partir. Merci. Donc, Julien Rollo aura le pouvoir d'Alexis Arras à partir de maintenant. Et je laisse la parole à Martine Dedieu pour les modifications du règlement général eau thermale. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc, la ville de Dax a adopté donc, le règlement d'eau thermale le 22 mars 2023. Il est nécessaire de faire évoluer ce règlement de service d'eau thermale en y intégrant quelques modifications, quelques ajustements et précisions spécifiques. La commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 6 septembre 2024 et a émis un avis favorable sur ces modifications. Ce sont surtout des modifications de terminologie et de syntaxe. En annexe, vous avez le règlement général d'eau thermale et à la suite de celui-ci, vous avez les diverses modifications. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, il vous sera demandé d'abroger la délibération en date du 22 mars 2023 adoptant le règlement général d'eau thermale, d'approuver le règlement général d'eau thermale annexé à la présente délibération qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Délibération numéro 5 maintenant, qui concerne les conditions générales de vente de Dax et Terra. Merci à nouveau, Monsieur le maire et chers collègues. Donc, après 2 années de développement, la ville de Dax a lancé en 2023 la commercialisation de sa gamme cosmétique Dax et Terra. Lors du lancement, la ville a établi un contrat de distribution pour définir les conditions de vente avec les professionnels comme avec les usagers. Les services ont donc mis à jour les conditions générales de vente en ligne avec des conditions et des tarifs pour les usagers et des conditions et des tarifs pour les professionnels, avec notamment la création d'un compte en ligne obligatoire, la fin de l'obligation d'une première commande avec tous les produits de la gamme, une livraison sous 7 jours pour le Grand Dax, sauf bien sûr rupture de stock, suppression du nom du producteur initial de la gamme, de nouveaux frais de port plus attractifs, et la possibilité de remise sur les différents coffrets. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, il vous sera demandé d'abroger le contrat de distribution adopté en date du 22 mars 2023, d'approuver les nouveaux contrats de distribution présentés en annexe, d'abroger les conditions générales de vente adoptées en date du 20 juillet 2023, d'approuver de nouvelles conditions générales de vente distinctes, les conditions générales de vente à destination des particuliers, les conditions générales de vente à destination des professionnels, d'abroger la délibération en date du 7 décembre 2023, d'approuver les nouveaux tarifs boue et eau thermale applicables au 1er octobre 2024 présentés en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Martine Labarchède maintenant pour la boutique 2024 au musée de Borda. Nous sommes en attente effectivement de connaître tous les produits que nous pourrons y acheter après l'avoir visité suite à l'inauguration de la crypte qui est superbe, je tiens à le redire. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré. Effectivement, au niveau de la boutique du musée de Borda, il y aura de nouveaux objets, donc en lien avec la réouverture de ce site antique, nouveaux objets qui vont venir enrichir ceux déjà proposés à la vente. Vous avez la liste
Voilà, c'est tout ce que je dois vous présenter. Donc la liste, vous avez eu des fibules canards, des fibules souris, bronze antique, du vin romain. Voilà les nouveaux objets qui viennent s'ajouter à ceux présentés lors de la dernière délibération du mois de juillet. Vous n'avez pas d'échantillon alors? Je n'ai pas d'accord. d'échantillon. Mais si vous voulez, après cette délibération, vous pourrez aller en acheter Notamment au musée de Borda. le vin romain. Du vin romain, oui. Donc on va lire les attendus, vous les avez lus? Pardon? Les attendus, approuver les tarifs. Oui, s'il n'y a pas de questions. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs supplémentaires de la boutique du musée de Borda, tels que figurant en annexe à la présente délibération, et autoriser monsieur le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Donc pas de questions, c'est ça. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Les ouvertures dominicales 2025, maintenant, c'est Guillaume Séguier qui rapporte la délibération. Et je précise d'ores et déjà que Grégory Randet et Pascal Dagès ne participeront pas au vote. Alors, Guillaume, ici. Excusez-moi. Alors, donc oui, ouverture du... Voilà. Alors, la loi numéro 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques contient notamment des dispositions relatives aux règles applicables en matière d'exception au repos dominical dans le commerce de détail. Ces dispositions prévoient la possibilité d'ouverture des commerces 12 dimanches par an et ont renforcé l'obligation pour les entreprises de négocier les contreparties pour les salariés travaillant le dimanche sur la base du volontariat via des accords collectifs. Les ouvertures dominicales des commerces de détail à dominante alimentaire sont concernées par deux dispositifs. La première dérogation au repos dominical est de droit. Il s'agit d'un repos hebdomadaire qui peut être donné le dimanche à partir de 13 h, ce qui signifie que les commerces à dominante alimentaire peuvent être ouverts tous les dimanches matins sans demande préalable. La seconde dérogation est soumise à autorisation du maire après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés. Le conseil municipal doit avoir délibéré préalablement pour fixer le nombre de dimanches concernés et l'avis conforme du conseil de la communauté d'agglomération doit être requis si le nombre de dimanches est supérieur à 5. L'arrêté du maire fixant la liste des dimanches autorisés doit être pris avant le 31 décembre de l'année pour l'année suivante. Alors, cette dérogation au repos dominical permet l'ouverture en journée d'un nombre fixe de dimanches dans l'année, habituellement sollicité par les surfaces de vente à dominante alimentaire type Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc. Et surtout aussi pour la liste des magasins spécialisés de type Picard, pour les temps forts commerciaux. Les dates des dimanches ouverts doivent être identiques pour toutes les surfaces de vente alimentaire. Par conséquent, pour le commerce de détail autre qu'alimentaire, les dérogations au repos dominical sont régies par le statut des communes d'intérêt touristique ou thermal devenues par la loi du 6 août 2015 zone touristique et ne nécessitent ni délibération ni arrêté de la commune. En conséquence, pour l'année 2025, il s'agit de se positionner en cohérence avec le statut des zones touristiques en tenant compte des temps forts commerciaux et de l'importance de limiter l'évasion commerciale vers les territoires voisins ou concurrents. En conséquence, il est proposé de fixer à 8 le nombre de dimanches autorisés, ce qui permet aux surfaces de vente de détail alimentaire de plus de 400 m² d'ouvrir 5 dimanches et de bénéficier de 3 dates au titre de jours fériés. À ce titre, l'avis conforme par délibération du Conseil de la communauté d'agglomération du Grand Dax sera requis suite au vote du Conseil municipal sur le nombre de dimanches autorisés. Il sera donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable sur le nombre de 8 dimanches concernés pour l'ouverture des surfaces de vente à dominante alimentaire pour l'année 2025, étant précisé que le Conseil municipal de Dax était déjà prononcé sur 8 dimanches en 2022, en 2023 et en 2024, après avis conforme de la communauté d'agglomération du Grand Dax, et de saisir pour avis la communauté du Grand Dax. Merci. Des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité, sauf non. 2 non prises part au vote. J'ai vu des mains se lever, mais personne ne les a vues.
Ouais, pour voir si vous suiviez. Merci. Pascal Lagesse, justement, qui a commencé à prendre la parole pour une subvention exceptionnelle à la Fédération française de la course landaise. Oui, vous le savez, donc, la ville de Dax est affiliée à la Fédération française de la course landaise depuis de nombreuses années. Cette fédération a été agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et organise et réglemente le fonctionnement de la course landaise qui est inscrite depuis juin 2020 au patrimoine culturel et immatériel, tout comme la tauromachie espagnole d'ailleurs. Chaque année, la fédération organise son championnat de France des écarteurs et des sauteurs. En 2024, cette fédération a sollicité la ville de Dax pour organiser cette manifestation aux arènes de Dax le dimanche 29 à 14h30 ou le dimanche 6 octobre en cas de report, s'il pleuvait, à la même heure. Dans ce cadre, donc, il a été formé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la ville de Dax afin de financer la culture landaise et les frais de fonctionnement de cet événement. Il sera donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le versement d'une subvention exceptionnelle de 10 400 € à la Fédération française de la course landaise afin de valoriser et promouvoir cette culture et soutenir les événements organisés sur la ville de Dax et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. Des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Mylène Hainaut, maintenant, pour l'adhésion à la convention de participation proposée par le CDG 40 avec Territoria Mutuelle concernant le contrat collectif assurance-prévoyance. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors d'abord, sur l'assurance, je voudrais faire un petit rappel ce que c'est que l'assurance-prévoyance, parce que même si ça a l'air connu, c'est un peu plus complexe. La prévoyance est un mécanisme d'assurance qui permet aux agents de faire face aux conséquences financières lors du passage à demi-traitement en cas de placement en congé de maladie, d'invalidité permanente et de mise à la retraite pour invalidité, mais également, le cas échéant, de protéger financièrement leurs proches en cas de décès. Alors, par l'ordonnance du 17 février 2021 et le décret du 20 avril 2022, la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public et de droit privé a été redéfinie. Cependant, cet accord qui renforce le régime de prévoyance des agents notamment n'a pas encore été transposé de façon normative. Ainsi, à l'instar du secteur privé, la participation financière de l'employeur deviendra obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour les garanties prévoyance et pour un montant qui ne pourra être inférieur à 7 € par mois et par agent. Monsieur le maire rappelle que la ville de Dax, après avis du comité social territorial par délibération du 20 mars 2024, a donné mandat au CDG 40 afin de participer à cet avis public à la concurrence, à cet appel public à concurrence. À l'issue de cette procédure, le centre de gestion 40, par délibération en date du 16 juillet 2024, a désigné Territoria Mutuelle en vue de souscrire une convention de participation pour le risque prévoyance auprès de cette mutuelle à compter du 1er janvier 2025 et ce pour une durée de 6 ans. Les collectivités peuvent donc désormais adhérer à ce contrat collectif d'assurance prévoyance auprès de Territoria Mutuelle dès le 1er janvier 2025 ou postérieurement sous condition. Étant à nouveau précisé que les employeurs publics auront l'obligation de participer financièrement au risque prévoyance pour leurs agents à partir du 1er janvier 2025. Les cotisations des agents assurés sont exprimées en pourcentage d'un revenu de référence qui prend en compte le traitement indiciaire brut, y compris le complément de traitement indiciaire, l'indemnité compensatrice de la CSG, la nouvelle bonification indiciaire, le cas échéant, et le régime indemnitaire. Le taux de Territoria Mutuelle s'élève pour l'instant à 2,25% et lorsque l'accord national sera transposé, il passera à 1,98. Voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Demandez comme ça. C'est déjà complet. Je comprends. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention de participation au contrat collectif si annexé et d'y adhérer à compter du 1er janvier 2025, d'inscrire au budget les crédits correspondants et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à l'adhésion de la ville de Dax à la convention de participation pour le risque prévoyance conclue entre le centre de gestion des Landes et Territoria Mutuelle. Merci. On peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci.
toujours le même sujet, mais on va maintenant parler de la participation financière obligatoire de la collectivité. De la commune. Alors, dans le cadre de ce contrat collectif d'assurance prévoyance, il convient de fixer le montant de la participation financière de la collectivité. Et à l'instar du secteur privé, la participation financière des employeurs publics deviendra obligatoire, donc comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, à compter du 1er janvier 2025 pour les garanties prévoyance. En l'état actuel de la réglementation, la participation financière ne peut être inférieure à 7 € par mois et par agent. Pour rappel, la ville de Dax participe déjà financièrement à la prévoyance pour ses agents via le dispositif de la labellisation entre 9 et 15 € bruts par mois selon le salaire de l'agent. Actuellement, 366 agents de la ville et du CCAS bénéficient de cette participation pour un montant total de 50 780 €. Là encore, et malgré l'absence de publication des décrets fixant le nouveau cadre de référence et après avis du CST en date du 16 septembre, la ville de Dax souhaite anticiper les dispositions de cet accord en revalorisation dès à présent et le montant de la participation financière au risque prévoyance à hauteur de 50% de la cotisation prévue au contrat des titres des garanties minimales obligatoires dans le cadre de l'accord collectif proposé. Cela correspond à un coût supplémentaire prévisionnel pour la ville de Dax et du CCAS avec le taux actuel de cotisation à 134 800 €, soit un coût total de participation employeur à hauteur de 185 580 € pour les agents de la ville de Dax et du CCAS et dans l'hypothèse bien sûr d'une adhésion de 100% des agents. Ce choix politique fort est ainsi motivé par plusieurs éléments, c'est-à-dire protéger financièrement les agents des aléas de la vie, bénéficier d'un contrat collectif plus protecteur pour les autres, proposer une gestion simplifiée pour les agents, gestion du contrat et démarches administratives assurées en totalité pour la collectivité, d'augmenter les dépenses allouées à la participation employeur au contrat de prévoyance pour diminuer le reste à charge de l'agent, et enfin, valoriser la marque employeur. Cette participation est également un facteur d'attractivité pour la collectivité. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est parfait. Pas de questions. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir abroger, à compter du 1er janvier 2025, la délibération du Conseil municipal en date du 23 octobre 2013 fixant la participation de la ville de Dax à la protection sociale complémentaire des agents dans le cadre d'une procédure de labellisation de la prévoyance, de fixer le montant mensuel de la participation financière de la ville de Dax à un montant représentant 50% de la cotisation prévue au contrat au titre des garanties minimales obligatoires, hors garantie optionnelle facultative. Cette participation sera versée à tous les agents, quel que soit leur statut, qui auront souscrit la prévoyance dans le cadre de la convention de participation proposée par le CDG des Landes, signée entre la ville de Dax et Territoria Mutuelle. Ce nouveau montant de participation financière sera effectif à compter du 1er janvier 2025 et inscrire au budget 2025 les crédits correspondants et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dossier. Merci Mylène. Je souligne quand même, comme tu l'as dit, que derrière une délibération qui peut paraître très technique, il y a une avancée importante pour l'ensemble des agents de la ville, puisque ces assurances de prévoyance sont celles qui leur versent leur salaire, alors que la réglementation fait qu'ils en perdent une grande partie, même plus de la moitié, au bout d'un certain nombre de mois d'arrêt maladie. Et la prise en charge à 50% de la part de la collectivité va leur permettre d'avoir de meilleures garanties, en plus, puisqu'on est sur un contrat groupe. Et lorsque, dans cette enceinte, on a pu avoir des débats sur l'accompagnement des agents, l'aspect important de sécuriser leur situation, là, on a choisi une avancée importante qui n'est pas neutre, plus de 134 000 € pour le budget de la ville, mais que nous avons souhaité leur amener, encore une fois, parce que il faut sécuriser ces parcours et permettre aussi une attractivité supplémentaire dans le cadre des recrutements qu'on a à faire. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, les représentants de tous les agents ont accueilli cette annonce avec beaucoup d'envie. Je ne sais pas si c'est le mot, mais on va le dire. De plaisir plutôt. Ouais. Donc d'envie et de plaisir. Oui.
satisfaction et enthousiasme. Voilà, on a fait le tour. Joie et bonheur, on le gardera pour une autre. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Ou tu as... J'ai déjà tout dit. On a tout dit. Hein. Alors, on y va. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Mylène Hainaut, toujours pour la création de postes en contrat d'apprentissage. Alors en 2022, si vous vous souvenez, la ville de Dax, on avait déjà délibéré pour ouvrir un poste de jardinier en apprentissage au sein du service espace vert. En 2023, le dispositif avait été reconduit. Et là, ce qu'on vous demande, c'est d'accepter de prendre un 3e apprenti. Il faut savoir que l'apprenti bénéficie du statut de salarié et perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC en fonction de son âge, du diplôme préparé et de son ancienneté dans le contrat. Je rappelle que l'apprentissage permet à ces jeunes gens d'évoluer et de pouvoir bénéficier de tuteurs qui peuvent leur apprendre beaucoup de choses. Et depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT prend en charge la totalité des coûts de la formation des apprentis, mais par contre, pour compenser ce coût, une cotisation spéciale à l'apprentissage qui est fixée au maximum à 0,1% de la masse salariale des collectivités territoriales est perçue par le CNFPT. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Bon. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la création du poste ci-dessous au titre de l'apprentissage. Donc, c'est pour les parcs et jardins espaces verts. Diplôme ou titre préparé par l'apprenti, c'est un bac pro aménagement paysager. Et c'est de septembre 2024 à août 2027. Et de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation apprentis. Merci Mylène. Oui, l'apprentissage qui porte ses fruits, hein, puisque on misait sur ce dispositif pour former les jeunes et aussi pouvoir les garder par la suite sur des métiers sur lesquels nous recrutons et la joie là, de voir que voilà, on a pérennisé le contrat d'un apprenti qui était chez nous au CCAS, ce qui prouve bien qu'on a là un dispositif qui fonctionne et qui nous permet de pourvoir certains postes pénuriques. S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. On va maintenant présenter une motion qui a été déposée par le groupe majoritaire intitulée pour la défense d'un service public de la santé de qualité. Les récentes annonces concernant un plan d'économie pour l'hôpital de Dax sont particulièrement préoccupantes pour tous nos concitoyens. Il a été annoncé un projet de suppression de 40 emplois équivalents temps plein au total, à savoir personnels médicaux, paramédicaux et administratifs, dans un contexte d'accroissement d'activité sur un territoire qui connaît de surcroît un dynamisme démographique important. Cette évolution va se concrétiser par la fermeture de 10 lits en court séjour gériatrique, 14 en soins médicaux et de réadaptation et 4 en orthopédie et traumatologie, 7 en cardiologie et pneumologie. Comment ne pas voir dans ce plan d'économie un risque pour la qualité de service envers les patients ou futurs patients de l'hôpital de Dax? S'agissant d'un plan pluriannuel, de nouvelles économies sont-elles envisagées dans le futur? La situation de l'hôpital de Dax est un exemple de la dégradation de la situation de l'hôpital public en France depuis plusieurs années. Ainsi, en 2014, 25 postes avaient déjà été supprimés au sein de l'établissement. L'hôpital public doit plus que jamais être doté des moyens financiers et organisationnels suffisants pour assurer son rôle de service public de la santé. En l'état, la réorganisation de l'hôpital de Dax aura un impact négatif sur l'ensemble du dispositif d'accès aux soins. Ce constat conduit à demander à l'État de préserver les fondements mêmes du service public, l'égalité d'accès aux soins et une prise en charge de qualité pour tous, ainsi que les moyens mis à disposition des professionnels de la santé qui interviennent au sein de ces établissements. Par cette motion, le conseil municipal de Dax demande par voie de conséquence un plan de préservation des moyens pour le centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent, qu'une trajectoire d'avenir pérenne pour l'établissement soit construite dans le dialogue social avec l'ensemble des acteurs de l'hôpital, trajectoire intégrant la sanctuarisation de l'autonomie de l'hôpital d'Aqua,
qu'une réflexion prospective sur le service public de la santé à l'échelle du département soit menée, réflexion devant et conduire toute exploitation politique qui déstabiliserait inévitablement l'établissement. Cette motion appelle des interventions, questions. Donc cette motion ne fait qu'appuyer, hein, c'est sa vocation, les diverses interventions. Ah pardon, M. Loumet. Madame Verdir-Bargaoui. Je me prononce toujours au nom du groupe, c'est pour ça qu'on hésitait. Je voulais savoir si les membres du conseil municipal avaient signé la pétition qui justement demande à une mobilisation pour la sauvegarde de l'hôpital, c'est tout. Eh bien, vous leur demanderez à la sortie, puisque c'est bien évidemment une initiative personnelle. Donc concernant l'initiative collective qui nous est proposée, je confirme ce que j'ai pu dire, écrire à tous ceux, ils ont été nombreux à un moment, qui m'ont interpellé à ce sujet, que bien évidemment, au-delà de la motion qui est là pour témoigner de notre soutien à tous, à ce que nous engageons pour maintenir la qualité de service public à l'hôpital, j'agis aussi en tant que président du conseil de surveillance avec les moyens qui me sont donnés pour, auprès de tous les interlocuteurs qui sont les nôtres, défendre notre hôpital, défendre son fonctionnement autonome, défendre aussi les moyens qui doivent lui être alloués pour que, comme on l'a écrit dans cette motion, en conséquence de l'évolution démographique que nous connaissons, nous puissions accueillir et soigner tout le monde dans des conditions que chacun mérite. Et se peut que nous ayons une oreille attentive dans les prochains jours dans les ministères, mais tout ça est à confirmer. S'il n'y a plus d'intention, je vous propose de passer au vote de cette motion. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La motion est donc adoptée à l'unanimité. Elle sera transmise à toutes les autorités compétentes. Je vous remercie pour votre présence à ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne soirée.